Bienvenue dans French Baratin avec Sibylle Raphaël. et Cécile. Alors, de quoi on va vous parler aujourd'hui? Le sujet de cet épisode, c'est les langues régionales. Parce que forcément, en France, on parle français. Mais dans certaines régions, on parle aussi la langue de la région. Et en fait, il y a de moins en moins de personnes qui parlent ces langues régionales et elles sont en danger. Et il y a même l'UNESCO qui dit que si on ne fait rien, à la fin du siècle, on ne parlera plus les langues régionales. Elles auront disparu. Et en fait, en 2021, il y a un député qui a proposé une loi justement pour sauver les langues régionales en France. Et une de ses propositions, c'était de créer des écoles immersives. Et donc, une école immersive, c'est en fait une école où la majorité de l'enseignement se fait dans la langue, ici, régionale. Et par exemple, on va faire les maths dans la langue régionale, on va faire le sport en langue régionale, mais on va aussi faire finalement la vie de l'école dans la langue régionale, la cantine, la récréation, etc. Et en fait, c'est une méthode pédagogique qui est très efficace et ça permettrait de recréer finalement des personnes qui parlent la langue régionale. Sauf qu'il y a un mais, il y a le Conseil constitutionnel qui a dit non. En fait, le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de vérifier que les lois sont en accord avec la Constitution française. Et le problème, c'est que les écoles immersives sont en contre-indication avec l'article 2 de la Constitution, parce que la langue de la République est le français. Sous-entendu, on ne peut parler que français à l'école, et c'est interdit de parler les langues régionales. Et donc ça a créé une polémique énorme, de nombreuses personnes sont parties manifester, et le président français Emmanuel Macron a rassuré les régions en disant que les langues de France sont un trésor national et qu'il faut les préserver. Donc ça adoucit un peu la colère régionale. Mais aujourd'hui, les écoles immersives sont autorisées, mais elles n'ont toujours pas de statut juridique officiel. Voilà. Et donc c'est cette actualité qui nous a donné envie de parler des langues régionales. Parce qu'elles sont assez peu connues des étrangers, mais même des Français, comme on va le voir. Alors, est-ce que on peut peut-être essayer de tester notre connaissance des langues régionales, puisque toi, Cécile, je crois que tu connais bien le sujet maintenant. Nous, on le connaît par les petites expériences qu'on a pu avoir. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous poser des questions pour voir si on s'y connaît ou pas ? Je vais vous tester, je suis prête. Alors, première question pour Raphaël et Sibylle. Est-ce que vous savez déjà combien de langues régionales il y a en France aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je sais pas, je dirais peut-être 4, 5. Oui, peut-être Je 7, pense, si on ouais. pousse un petit peu. Je pense au breton, à l'alsacien, au ch'ti, Le basque. le basque, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Il y a peut-être encore du provençal aussi. Mhm. Ça fait 5. Ça fait 5. Et je pense qu'il y en a qu'on ne connaît pas, mais donc ça doit faire, allez, 7. Ouais, si tu veux. 17. On n'a qu'à dire 7. Eh bien, vous êtes très loin du compte parce qu'apparemment, il en existe 75. 75. Ouah. Ah ouais, quand même. Quand même. Mais par contre, vous avez effectivement cité les plus connus. Ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a la France métropolitaine, donc l'hexagone Ah oui, que vous évidemment. pouvez situer sur la carte. Et après, on a pas mal de territoires d'outre-mer où il y a de nombreuses langues régionales. Et d'ailleurs, c'est à peu près moitié-moitié, parce qu'il y a une trentaine de langues régionales en France et une quarantaine dans les îles. Et d'ailleurs, elles sont beaucoup plus utilisées dans les territoires d'outre-mer qu'en métropole. Mais oui, Ouais. donc effectivement, les langues principales, en tout cas dont on entend le plus parler, on a, comme vous disiez, le breton,
qui vient de Bretagne, l'alsacien qui vient d'Alsace, le basque qui vient Du Pays Basque, du c'est Pays dans le basque, sud-ouest exactement, de la France. tout à fait. Et on a le ch'ti, effectivement, qui vient du nord de la France. Et en fait, c'est intéressant parce que... est-ce que vous savez d'où vient le breton, les origines du breton? Alors, je sais qu'il y a une partie de la Bretagne qu'on appelle la Bretagne bretonnante, parce qu'on ne parle en fait le breton que dans la grosse moitié la plus à l'ouest de la Bretagne. Mais d'où ça vient, non, je ne sais pas. Bah, c'est une langue celte, en fait, Oui, au départ. exactement. Oui, tout à fait. Et l'alsacien, est-ce que vous connaissez ses influences? Une langue allemande, Ouais, d'influence allemande, un ouais. dialecte de l'allemand, en fait. C'est une langue germanique, effectivement. Le basque, est-ce que vous savez d'où ça vient? Alors moi, il me semble que c'est une langue un peu isolée, en fait, qui n'a pas vraiment de lien avec d'autres langues. Ouais, exactement. Il y en C'est a, un il y en a assez mystère. peu comme ça dans le monde. Et C'est un mystère parce que souvent on arrive à faire des liens, enfin on arrive à trouver les racines d'une langue et le basque on ouais. n'y arrive pas du tout. Donc c'est assez étonnant. Et une des langues aussi qui est pas mal connue, qui est une île mais là métropolitaine finalement parce que c'est la Corse, où on Ah, Ah parle bah oui, corse. Et en fait, est-ce eh que vous oui. savez l'influence, enfin d'où vient la langue corse? est-ce que ça vient pas de l'italien ou peut-être du Tout à fait. napolitain? Ouais, de l'italien, exactement. Hmm. Et en fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est que les langues les plus connues, les langues pardon, régionales les plus connues, ce sont des langues qui viennent de langues extérieures à la France. Ah oui. Alors qu'en fait, il y a pas mal de langues qui sont beaucoup moins connues et beaucoup moins parlées aussi, qui viennent finalement de la France et qui viennent de Hmm, l'histoire de la France, notamment hmm, le ch'ti qui, D'accord. là, ça vient d'accord. vraiment de la France. Parce qu'en fait, il y a très longtemps, on a eu le gaulois, on a eu le latin et on a même eu le francique, qui était une langue germanique. Tout ça, ça s'est mélangé et ça a créé la langue le roman. Et chaque région française a finalement fait sa propre version du roman. Et ça a donné les langues régionales françaises qu'on connaît moins, comme le normand, comme le wallon, comme dans le sud de la France, on va avoir le provençal dont tu parlais, l'auvergnat, je crois même le catalan vient de cette langue-là. Mais en fait, on les connaît beaucoup moins bien, mais elles viennent vraiment là de notre patrimoine français. Voilà. Et en fait, oui, il y a beaucoup, beaucoup de langues, et on va le voir d'ailleurs, mais on en parle, nous, pas beaucoup. Et est-ce que vous connaissez justement des mots de ces régions, de ces langues régionales qui sont aujourd'hui en France, qu'on utilise en français? Alors, bah, moi, j'en connais un qui vient du breton Mhm. et je trouve ça très intéressant de parler de l'origine de ce mot. Donc, ce mot, c'est baragouiner. Baragouiner, ça Mmh. s'écrit Baragouiner, baragouiner, et ça signifie bah, pas très bien parler, essayer de parler une langue qu'on parle mal en fait, hein, avoir des difficultés à s'exprimer dans une langue. Et en fait, eh bien, ça vient justement de ces pauvres Bretons qui essayaient de parler français quand ils arrivaient à Paris, par exemple, pour leur carrière, et qui n'y arrivaient pas très bien. Et donc, en fait, ça vient de bara et gouine, qui sont deux mots bretons. Bara, ça veut dire pain. Et gouine, ça veut dire vin. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu gouine et vin. Et en fait, eh bien, les Ah Bretons, oui. quand ils arrivaient dans les bars de la capitale, au 19e siècle, au début du 20e siècle, ils demandaient du pain et du vin. Et donc, ils disaient baragouine, baragouine. Et donc, on a inventé ce mot, baragouiner, pour dire ne pas bien savoir parler une langue. Et moi, ça me fait beaucoup penser à l'origine du mot barbare. Barbare, en fait... ça vient d'une onomatopée de ba, 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 qui sont les sons que les barbares, entre guillemets, ceux qui ne parlaient pas le latin, en fait, utilisaient pour parler, tout simplement. Et donc, finalement, on a des mots qui se moquent des gens qui ne parlent pas notre langue. Et
Donc c'est très parlant sur la manière dont on traite ceux qui ne parlent pas la langue principale d'un territoire. Mhm. Intéressant. Trop intéressant. Ouais. Alors moi j'ai par exemple la choucroute qui vient de l'alsacien. En alsacien ça se dit surkrut et ça vient et l'alsacien, le mot alsacien vient de l'allemand Sauerkraut et donc voilà, donc c'est un transfert phonétique finalement, une copie un peu du mot en phonétique parce que en français ça n'a plus tout à fait le même, ça veut rien dire à peu près, il y a le mot chou dedans et la choucroute c'est fait à partir de chou, mais après croûte ça n'a aucun rapport, donc parce que croûte ça vient du krut et du kraut qui du coup serait le chou en allemand en fait plus ou moins, donc voilà, c'est juste une transformation phonétique. Et peut-être que tu peux rappeler ce que c'est une choucroute aux auditeurs. Ah, Parce que mais oui, tout à finalement, fait. c'est Alors, un plat très français, très alsacien, mais peut-être que tout le voilà, monde ne connaît pas. effectivement, alors la choucroute, c'est un plat de choux fermenté. Voilà, qu'on mange généralement avec des saucisses ou des choses comme ça. Et de Tout la à pomme fait. de terre. C'est bien copieux. C'est très copieux et c'est souvent servi de manière très copieuse aussi. Mhm. Donc, ouais. Et est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi les langues régionales, finalement, sont en voie de disparition aujourd'hui? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Pour moi, c'est un rapport avec l'école, Mm. forcément, puisque justement, on en parle des écoles immersives. Et si on en parle, c'est justement parce que l'école française s'est construite autour de la langue française. Et donc ça remonte à la fin du 19e siècle, avec les lois Ferry. Donc Jules Ferry, eh bien, c'était un homme politique qui a été à l'origine de lois qui ont rendu l'école obligatoire, gratuite et laïque. Et Jules Ferry avait prévu une école en français. Et donc, assez rapidement, eh bien, les personnes qui parlaient les langues régionales ont été forcées d'apprendre le français pour aller à l'école. Enfin, les enfants ont été obligés d'apprendre le français et n'ont pas eu le droit, il me semble, de s'exprimer dans leur langue régionale lorsqu'ils allaient à l'école. Sous peine Et de comme c'était punition. la seule école gratuite, ils n'avaient pas le choix. Qu'est-ce que tu disais, Cécile? Pardon, oui, je t'ai coupé. Je disais sous peine de punition, en fait, Ah s'ils oui. s'exprimaient dans les écoles. Les coups de règle, ça pouvait arriver quand on s'exprimait dans la langue régionale. Ah oui, c'est une technique de barbare. Exactement. Justement. Complètement. Et en fait, c'était aussi un moyen, c'était un ascenseur social, finalement, de parler le français, puisque ça permettait aussi derrière de trouver un métier potentiellement quand on allait à Paris, etc. Donc c'était très bien vu de parler le français. Et petit à petit, les langues régionales se sont fait de plus en plus rares. Et on arrive à une situation aujourd'hui où finalement, on a toute une génération, la génération de nos parents surtout, qui ne parle pas du tout les langues régionales. Et donc forcément, nous non plus. Et si ça continue comme ça, d'où les écoles immersives, elles n'existeront plus. Voilà. D'accord. Et donc, toi, Cécile, justement, qui a une famille qui vient du Nord, il me semble, même si toi, tu as grandi en Normandie, est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter du ch'ti dans ta jeunesse? Le ch'ti étant donc la langue régionale qui se parle plutôt dans le nord de la France. Tout à fait, ouais. Alors oui, déjà, oui, effectivement, je viens de Normandie, mais comme tu l'as dit, mes parents ne sont pas normands. Et tu vis à Strasbourg. Oui, et en plus, oui. Donc moi, je n'ai jamais entendu de normand quand j'étais petite. Par contre, j'avais écouté une pièce de théâtre dans une langue régionale normande et je n'avais rien compris du tout. C'était assez bizarre et c'est la première fois où je m'étais rendu compte qu'en fait, les langues régionales ne ressemblaient pas du tout au français. Mais pour répondre à ta question, j'ai assez peu entendu de ch'ti. C'était plutôt des mots que j'entendais de temps en temps. Notamment, il y a 2 mots qui me viennent. C'est le mot chicon. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Une salade? Non. J'ai pas entendu, Sybille? Est-ce que c'est une salade?
Presque, ouais, ce sont les endives. Ce sont ce qu'on appelle les endives en français. Ah oui, Et c'est en fait, ça vient du mot chicorée, du coup, la plante. La plante. C'est la racine. En fait, le chicon, c'est la racine de la chicorée. Et en fait, ma grand-mère, quand elle est arrivée à 18 ans à Lille, elle a découvert le mot chicon qu'elle ne connaissait pas parce qu'elle venait de Picardie. Et donc, c'était vraiment dans tous les magasins. Et ma mère, du coup, ne parlait que de chicon aussi quand elle était enfant. Et c'est après, quand elle a changé de région, qu'elle a découvert que le chicon n'était pas le mot connu dans les autres régions françaises. Et il y a un autre mot aussi que j'ai beaucoup entendu, c'est la wassingue, qui est en fait une serpillière. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'en fait, wassingue, ça vient du flamand. Alors, je ne sais absolument pas le prononcer, en tout cas, je ressens une sonorité qui me fait penser à l'anglais, puisque wassingue, to wash, et donc c'est l'action de laver. Donc, je ne sais pas les corrélations ah entre oui, le flamand en et allemand. l'anglais, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose. Oui, voilà, je pense qu'il y En a allemand une. aussi, il y a Ouais, waschen, voilà, ouais, exactement. c'est la même racine Donc voilà, peut-être. Ouais. c'est deux mots que j'ai entendus, mais effectivement, je n'en ai pas entendu. Ma grand-mère me racontait elle entendait parler ch'ti dans la rue, dans le tram. La sœur de ma grand-mère en entreprise entendait beaucoup parler ch'ti, mais finalement dans les petits métiers, finalement, dès lors que tu commençais à grimper la hiérarchie, c'était le français. Après, je viens d'une famille d'enseignants et forcément, c'était le français qui était bien vu pardon, dans le milieu des enseignants. Donc, j'ai Mhm. très peu entendu le ch'ti. Voilà. Et toi, Raphaël, puisque certes tu vis à Nantes, mais ta famille vient en partie d'Alsace. Alors toi, est-ce que tu as eu l'expérience de l'alsacien avec ta famille alsacienne? Voilà, donc ma famille maternelle en fait est originaire d'Alsace, enfin en moins en partie du côté de mon grand-père. Moi j'ai effectivement entendu de l'alsacien quand j'étais petit, en particulier ma mère et ma tante qui parlaient alsacien avec mon grand-père et ma grand-mère. Ben, ils ont de moins en moins parlé l'alsacien avec eux au fil du temps. Toujours est-il que ma mère et ma tante ont grandi donc dans un foyer où on ne parlait qu'alsacien. C'est-à-dire que pour ma mère et ma tante, l'alsacien est la langue maternelle et leur première langue. Et elles n'ont commencé à apprendre le français qu'à l'école. Ensuite, à partir du moment où elles allaient à l'école, du coup, leur vocabulaire s'enrichissait évidemment à travers le français. Et elles ont commencé aussi à parler français à la maison avec leurs parents. Mais par exemple, mon arrière-grand-père, lui, ne parlait qu'alsacien. Il ne comprenait pas un mot de français. Et mon grand-père tenait beaucoup à ce que dans les dîners, dans les repas de famille, on ne parle qu'alsacien pour que le grand-père puisse comprendre de quoi on parlait. Euh, voilà. Et ensuite, ma tante, elle, a fait pendant pas mal de temps du théâtre alsacien, où il faisait des sketchs en alsacien. Finalement, ça s'est arrêté, mais c'était simplement en raison de dynamique dans la troupe, quoi. Les gens, on peut laisser tomber au fur et à mesure, mais c'était pas du tout en raison d'un manque d'intérêt. Euh, voilà, mais effectivement, elle me disait que le public comprenant l'alsacien était effectivement plutôt des personnes plus âgées, parce que voilà, en Alsace, à l'école, il n'y a pas d'option d'alsacien, donc on ne peut même pas apprendre l'alsacien à l'école. Donc, par Ouais. exemple, mes parents, mes cousins n'ont pas du tout eu la possibilité d'apprendre l'alsacien à l'école. Donc après, ils le comprennent parce qu'ils ont grandi un peu avec, mais ils ne le parlent pas du tout. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que aujourd'hui je vis en Alsace et
en école primaire, les enfants à l'école apprennent l'allemand, donc pas l'anglais, contrairement à beaucoup de régions en France. Ils apprennent l'allemand, mais effectivement, Oui, ils n'apprennent pas exactement. l'alsacien. Voilà. Et toi, Sybille, Eh d'où bien, viens-tu? moi, ouais, alors, moi, comme vous tous, je ne vis pas là où j'ai grandi. Donc, je vis à Nantes, mais j'ai grandi en région parisienne. Et en région parisienne, eh bien, les langues régionales n'existent pas. Donc, pour moi, ça n'était pas du tout une réalité jusqu'à ce que je voyage un petit peu en France et que je puisse de temps en temps entendre quelques mots ou surtout voir en Bretagne, par exemple, des panneaux écrits en langue régionale. Et donc, je suis un assez bon témoin de ce qu'on pourrait appeler l'invisibilisation des langues régionales, le fait qu'on ne les voit pas, qu'on ne les entend pas quand on est en France et qu'on n'est pas dans une famille qui parle une langue régionale. Et à ce propos, j'ai lu un article d'un breton qui était opposé aux panneaux de signalisation en breton et en français, parce que pour lui, ça risquait de créer des accidents, qu'on prenne le temps de lire les panneaux dans les deux langues, on allait être moins rapide pour conduire. Et surtout, il trouvait que ce budget devrait plutôt être utilisé pour l'enseignement de la langue bretonne. Donc, il était tout à fait pour l'enseignement du breton, mais contre les panneaux. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, je trouve justement qu'en tant que Française qui n'y connaît rien aux langues régionales qui se parlent pourtant sur le territoire français, eh bien, le fait de voir ces panneaux, ça m'a éveillée à la question des langues régionales. C'est quelque chose d'assez visible dans les rues et donc ça peut intriguer, ça peut rendre curieux et ça peut donner envie de s'intéresser au sujet des langues régionales. Voilà. Comme à Strasbourg, avec les noms des rues, finalement. C'est ce que j'allais dire, oui, voilà, à Strasbourg, il y a les noms des rues, mais en revanche, je ne crois pas qu'il y ait les noms des directions, enfin sur les panneaux de direction, que ce soit en alsacien, et en même temps, la plupart des villages, des villages, en fait, ont de toute façon un nom alsacien, donc Très il n'y aura même difficile pas à vraiment prononcer. besoin. Voilà, pour des non-locuteurs de l'alsacien, c'est un petit peu compliqué à prononcer. Ou de l'allemand, quand on parle allemand, il y a quand même, c'est plus facile à prononcer. Mais voilà. Non, complètement, mais c'est très intéressant ce que tu dis, Sybille, sur Oui. le fait que ça permette effectivement de rendre visibles Oui, les tout à langues, fait, parce ouais. que sinon, on ne les voit. Si on ne les entend pas et qu'on ne les voit pas, et qu'on ne vient pas d'une région où la langue régionale est parlée, c'est très compliqué pour la faire perdurer dans le temps. Ouais. Et il y a c'était en 2008, il y a eu un film qui a finalement permis de visibiliser une des langues régionales, qui est le ch'ti. D'ailleurs, c'est une des langues régionales que vous avez citées tout à l'heure. Et ça s'appelle Bienvenue chez les ch'tis. Alors, c'est un film qui présente un homme qui, parce qu'il a fait une faute professionnelle, on le punit en le mutant dans le nord. Et donc lui, il vient vraiment du sud. Et quand il arrive dans le nord, il ne comprend plus rien puisque les gens parlent ch'ti. Donc c'est un film où il y a beaucoup de clichés, mais qui présente finalement des qualités très présentes chez les gens du nord, mais qui a vraiment le mérite en fait d'avoir montré et d'avoir permis d'entendre le ch'ti, et qu'on connaissait assez peu. Et je pense que s'il y a une langue régionale qui est bien connue, en tout cas dans les sonorités, c'est le ch'ti. Il y a d'ailleurs un quiproquo qui est très drôle dans ce film à un moment donné, parce qu'il déménage et il parle des meubles et il parle des... Il y a un quiproquo entre le mot chien, mais le chien en ch'ti, ça veut dire sien. Mais le chien en ch'ti, c'est kien. Donc, il y a un quiproquo entre kien, chien, sien. Et donc, ils ne se comprennent pas. Donc, c'est l'objectif d'un quiproquo, c'est de ne pas se comprendre. Et c'est très, très drôle parce qu'on voit l'impact de l'accent, enfin de la prononciation des mots et du vocabulaire,
puisque effectivement, chien se dit kien en ch'ti, chat se dit ka en ch'ti, Ah et oui. donc c'est assez marrant de se rendre Est-ce compte de ça. est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi enfin, je suppose qu'il y a une influence du dialecte ou de la langue régionale sur la prononciation. Du coup, là, en l'occurrence, ce que tu dis sur chien, sien, Mm. quien, Mm. voilà, les accents viennent de la langue parlée. En alsacien, il y a des intonations qui sont typiquement alsaciennes. Et dans le sud de la France, il y a aussi l'accent du sud voilà, Mm, mm. Ouais, qu'on complètement. entend beaucoup parmi les gens qui viennent du sud de la France. Ouais, Mm. tout à fait. Et alors, est-ce qu'ils disent j'ai d'autres cas à fouetter? C'est une très bonne question. Je ne sais pas, je vous avoue. On pourra essayer, on se rendra à Lille pour une session Bah, extraordinaire. j'y vais ce week-end, donc je vais Ah, bah, essayer parfait. de poser la question aujourd'hui. Je vous dirai. Parfait. Mais Tu nous alors, diras lors du prochain épisode. Tout à fait, exactement. Mais est-ce que vous êtes pour, du coup, ou contre les écoles immersives? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Alors, moi, je dirais que je suis plutôt pour parce que ça permet déjà de faire perdurer justement ce patrimoine des langues, la richesse linguistique. C'est quand même dommage de perdre des langues euh, qui ont chacune leur subtilité et qui traduisent aussi une culture locale, parce que la langue, c'est aussi toujours lié à une culture, et inversement. Donc voilà. Après aussi, c'est bien aussi d'apprendre d'autres langues, même si finalement elles sont peut-être moins utilisées, j'allais dire, au niveau national et surtout au niveau international. Évidemment, on va avoir du mal à communiquer en alsacien avec des gens je sais pas, avec des Anglais, quoi. Mais j'ai notamment vu aussi qu'il y a une étude qui a montré que justement dans les écoles immersives, les enfants, et on a fait une étude donc sur des enfants de CP et de CE1 qui étaient issus d'écoles maternelles, c'était dans le Pays Basque en fait, donc soit des maternelles qui étaient immersives et donc on ne parlait que le basque, et en comparaison avec d'autres où c'était 50-50 ou alors juste 100% français, pour voir en fait quelle était la maîtrise du français ensuite. Et on s'est aperçu que les enfants issus des maternelles entièrement en basque maîtrisaient finalement mieux quand même le français que les enfants qui venaient d'une maternelle 100% français. Donc, bon, c'est une étude assez limitée avec un échantillon assez petit, donc c'est à prendre comme tel, mais je dirais quand même que ça prépare les enfants très tôt au fait de parler plusieurs langues, et donc après leur donne sûrement des facilités dans le fait d'apprendre l'anglais ou des langues voilà, plus utilisées au niveau international et qui leur seront plus utiles en termes de carrière. Parce que chez l'enfant, voilà, toutes ces choses se développent de manière très facile finalement. Et l'apprentissage d'une langue dans cette classe d'âge est très simple en fait. Dès lors que l'enfant est effectivement immergé dans un contexte où on le parle. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça les arguments pour, et cette histoire d'article 2 de la Constitution. Pour moi, ça permet de définir le français comme langue des institutions de la République, et comme langue centrale dans l'école, pour que finalement tout le monde parle français et puisse interagir avec les institutions de la République et l'administration et tout ça. Et
Mais ça n'empêche pas, à mon sens, d'apprendre d'autres langues dans un environnement immersif, dès lors que on continue d'apprendre le français pour préserver une forme d'unité nationale. Ça me paraît pas incompatible, quoi. Et toi, Sybille, qu'est-ce que tu en penses? Bien moi, je suis aussi pour. J'ai réfléchi un petit peu tout de même aux arguments contre et aussi à ce qui justifie que certaines personnes soient contre. Et donc oui, leur peur, c'est effectivement qu'on ne parle plus le français, enfin que des enfants n'apprennent plus le français en fait. Donc j'imagine qu'ils s'imaginent des enfants qui ne parleraient plus que le breton, plus que le basque et qui n'auraient plus du tout d'expérience du français. Mais ça me paraît très peu probable puisqu'effectivement ils vivent en France malgré tout. Euh, donc voilà, et bien, je me demande si derrière les arguments contre, il n'y a pas aussi simplement une vision idéologique tout à fait différente de ce que nous, on imagine, on est en train de discuter, c'est-à-dire une France où chacun pourrait parler sa langue régionale et le français. Donc une vision un petit peu multiculturelle presque. Et je pense qu'à l'inverse, eh bien, en français, il y a une tradition de l'assimilationnisme ou de l'universalisme plutôt. L'universalisme français, l'idée qu'il y a une culture française avec un certain nombre de caractéristiques dont la langue française fait partie. Et que donc ce serait idéologiquement gênant en fait qu'on puisse aller à l'école en tant que français, payé par la France, mais dans une autre langue que le français. Donc finalement, je pense que c'est pas vraiment des arguments pratiques. Je pense que les arguments pratiques, comme les enfants ne parlent pas le français, ne sont que des arguments utilisés pour convaincre plus de gens, mais ne sont pas l'origine réelle du discours contre les écoles immersives. Je pense que le discours contre les écoles immersives est un discours universaliste avec une vision très traditionnelle de ce que doit être la culture française. Et c'est peut-être aussi une manière, du coup, de s'opposer à un multiculturalisme plus large qui intégrerait aussi des cultures étrangères. Alors peut-être que je vais loin en disant ça, mais je pense quand même que ça s'intègre dans un débat actuel sur qu'est-ce qu'on doit faire aussi des cultures étrangères apportées par des immigrants en France, et que donc en s'opposant à nos propres langues régionales, eh bien, on ouvre la porte à des arguments contre des manifestations culturelles étrangères en fait sur le sol français. Voilà, donc moi je suis plutôt pour quand même ces langues régionales, surtout après en avoir discuté avec vous, après avoir vu les différents arguments. Mais je pense que les arguments contre qui existent sont plutôt de nature idéologique, portent plutôt sur qu'est-ce que c'est que la culture française que sur la pratique vraiment très concrète des langues régionales sur le sol français. C'est marrant ce que tu dis parce que tu parles des langues étrangères et notamment les langues des immigrants qui vont venir en France. Et bizarrement, ça pose beaucoup moins de problèmes le fait que l'anglais se soit glissé partout dans nos vies et où on voit maintenant de plus en plus des panneaux publicitaires avec des mots anglais, alors qu'avant c'était très peu le cas. Les chansons sont une grosse majorité, enfin pas une grosse majorité, mais une grande partie en anglais aussi. Et finalement, les régions essayent parfois de faire passer des quotas pour des langues régionales. Et pour que les chansons puissent exister aussi en langue régionale. Et c'est quelque chose à la radio ? Oui, tout à fait. Ouais. Ah d'accord, je savais pas. Ils essayent de faire passer des quotas, mais ils n'y arrivent pas. Alors que c'est effectivement, de toute façon, on a pris les langues régionales par un angle qui est l'école, mais finalement, une langue, ça va être parlé à la maison. Mais là, on a un problème puisque comme on a arrêté l'enseignement des langues régionales, on ne la parle plus à la maison. Mais il y a aussi l'administration, il y a aussi les entreprises, il y a aussi les médias. Et finalement, si le problème, on peut finalement créer des écoles immersives, mais si à la fin de la scolarité, il n'y a pas d'endroit où on peut parler la langue régionale, finalement,
beaucoup de personnes vont se dire pourquoi faire? Parce que, comme tu disais, Raphaël, ça permet effectivement de faire perdurer le patrimoine culturel et linguistique, et c'est juste d'une richesse immense. Sauf que sauf que si on ne l'utilise pas au quotidien, parce que finalement ce n'est utilisé que dans la région, l'utilité est amoindrie. Et c'est vrai que, par exemple, alors je ne suis pas alsacienne, mais j'aimerais prendre des cours de langue, mais je ne sais pas, j'hésite entre prendre des cours d'allemand ou des cours d'alsacien. Parce que je sais très bien qu'en France, finalement, en Alsace, je vais pouvoir parler français, alors qu'en Allemagne, je sais que je ne pourrais pas parler français. Donc finalement, il y a cet opportunisme où on va peut-être choisir une langue plutôt qu'une autre parce qu'elle va être plus parlée. Oui, une langue plus dominante, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est pas facile. Mais sur ce que tu disais sur l'anglais, tu noteras quand même que dans l'administration française, on parle plus facilement de courriel que d'email, alors que tous les Français disent email. Mais l'administration française, qui, elle, souhaite utiliser le français et seulement le français, parle de courriel, qui est une sorte de traduction française d'email. C'est un exemple parmi d'autres, mais je pense qu'au niveau de l'État, l'anglais ne perce pas tant que ça. Il y a une Peut-être plus dans percée nos quand même, il y a une pratiques. percée Oui. qui est la carte d'identité française, qui est aujourd'hui Ah oui traduite en français, du coup, forcément, mais elle est traduite en anglais. Ah d'accord, je ne savais pas. Sur la carte. Sur la carte. Sur les nouvelles cartes, en fait. Sur les nouvelles cartes, tout à fait. Ah d'accord, je savais pas. Moi, non, je l'ai appris assez récemment. Et donc, il y a une grosse percée, je trouve. Après, c'est un document français officiel, mais qui est à destination de l'étranger, finalement, puisqu'on l'utilise le plus possible quand on va à l'étranger. Mais oui et non, parce que en l'occurrence, ça me fait penser quand on était aux États-Unis, à Boston en particulier, mais partout aux États-Unis finalement, quand on veut aller dans un bar, à cause du fait que là-bas l'alcool n'est accessible qu'à partir de 21 ans, à l'entrée des bars et des restaurants, souvent ils demandent une pièce d'identité. Mais quand on présentait notre carte d'identité française, ils ne l'acceptaient pas, ils voulaient un passeport. D'accord. Donc la carte d'identité, la validité ou ce qui est considéré comme valide à l'étranger, ça peut être relatif, quoi. Ce serait intéressant de voir si du fait que ce serait traduit en anglais, si dans des pays étrangers ce soit plus accepté après. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas. Ouais. Mais, c'est certainement un Français qui voulait boire à l'étranger, qui n'avait perdu son passeport, qui a fait passer cette nouvelle règle. Ça serait trop. Ce serait drôle. Oui, tout à fait. Mais oui, je repense à ce que tu dis, Sybille, sur l'idéologie. Je pense qu'effectivement, c'est ça. Mais de toute façon, en France, on a énormément de difficultés, j'ai l'impression, à voir le multiculturel comme quelque chose de sécurisant, finalement. On a hyper peur de se faire bouffer, finalement, par les autres, quels qu'ils soient. Par d'autres cultures. Ouais, que ça soit les langues, que ça soit la culture, que ce soit la religion. Enfin, on peut aller très loin, mais c'est vrai. Et c'est dommage. Mais du coup, je serais curieux, en fait, de voir, puisqu'on parle de pays étrangers, etc., qu'est-ce qui se fait justement dans les autres pays en termes de langue régionale ou dialectale. Est-ce que tu as des informations un peu là-dessus, Cécile ? J'ai lu, par exemple, le Pays de Galles, qui parle anglais, mais qui parle aussi gallois, qui est une langue celte très très proche du breton. Alors il existe certainement des écoles immersives, mais apparemment ils ont obligé les enfants à apprendre le gallois jusqu'à l'âge de 16 ans comme deuxième langue. Ah ouais.
Et du coup, c'est intéressant parce que, par exemple, en Écosse, j'y ai vécu 2 ans, le gaélique, qui est une autre langue celte, mais qui n'est pas la même que le gallois, elle n'est pas obligatoire du tout à l'école. Et finalement, très peu d'enfants la parlent. Il y a quelques écoles immersives, mais c'est très, très rare. Il y en avait une à Glasgow notamment, mais c'est un peu comme, nos écoles, enfin nos écoles immersives en France, mais le Pays de Galles a fait vraiment des choses. D'accord, c'est intéressant. Parce que finalement, on pourrait. Les écoles immersives, c'est un peu finalement presque un objectif. Enfin, c'est c'est presque un idéal. Parce que finalement, on pourrait tout à fait, sans aller vers cet idéal qui va ne concerner que quelques écoles, peut-être effectivement imposer l'apprentissage des langues régionales pour tous les enfants dans les régions concernées. Ça pourrait être un entre-deux. Après, la question de Oui, est-ce qu'on rend ça obligatoire ou pas est un autre débat. Mais oui. voilà. Disons qu'on pourrait à minima proposer l'option Oui, tout à fait. de cours d'apprendre la langue régionale. Oui, Voilà, oui, oui. On n'est pas comme on effectivement. apprendrait l'allemand ou l'anglais. Oui, Après, c'est fort probable qu'il y aurait relativement peu d'élèves qui choisissent de le faire. En même temps, si dans la famille ou dans le milieu, la langue ou la culture est un peu présente, ils seraient intéressés de le faire, quoi. mm, mm. Moi, je m'imagine assez bien que justement mes cousins, par exemple, ou l'Alsacien dans la famille était quand même quelque chose d'assez présent, voilà, auraient pu vouloir apprendre l'alsacien à l'école en option si ça avait été proposé. Mm. J'avais écouté Après, est-ce que ça suffit pour Oui, sauvegarder la langue? oui, effectivement. Mais ça, finalement, ce qui peut être intéressant, enfin, déjà la volonté même si bon, peut-être qu'on ne réussira pas, mais déjà la volonté de vouloir, enfin la volonté de vouloir, c'est mieux, Oula. mais la volonté La volonté. d'intégrer ces langues régionales dans le paysage, ça serait déjà fort comme signal Ouais, finalement. ouais. Mais ouais, c'est pas une question qui est évidente, mais j'avais écouté un sondage de collégiens bretons pour ce podcast. J'avais écouté une sorte de petite enquête qui avait été faite et les enfants avaient l'air plutôt pour avoir cette option proposée à l'école. Mais par contre, effectivement, ils voulaient pas que ça soit obligatoire, parce qu'en général, on n'aime pas quand on nous oblige on nous oblige. Mais C'est sûr. ils avaient l'air assez... Je pense que comme tu dis, Raphaël, comme tes cousins, quand tu es dedans, tu as envie. Quand tu n'es pas dedans, tu vois pas forcément l'intérêt. Alors pour conclure, peut-être que chacun d'entre nous peut dire quelques mots de ce qu'il aimerait finalement, de ce dont il rêverait pour la France au niveau des langues régionales, ou peut-être quelle langue régionale il aimerait apprendre. Oui, c'est effectivement. Ce que j'aimerais, en effet, ça rejoint effectivement. Moi, mon argumentaire est, voilà, est vraiment plutôt en faveur de l'entretien, enfin, ou du retour, enfin, voilà, de la préservation des langues régionales. Donc, voilà, une France où on proposerait à minima l'enseignement de ces les langues. Oui, et effectivement, des écoles immersives, pour ceux que ça intéresse, ce serait une belle chose. Et moi, si je devais apprendre une langue régionale, ce serait effectivement l'alsacien, parce que c'est quelque chose que je trouve aussi dommage, par exemple, même dans ma famille, qu'on ne le parle quasiment plus. Je me souviens, voilà, dans mon enfance, avoir entendu ma mère parler en alsacien avec ma grand-mère et mon grand-père, et je le comprenais parce que, bon, comme je suis franco-allemand, je parle allemand aussi. Donc, sans avoir besoin d'apprendre l'alsacien, je le comprenais sans problème. Et puis après, du fait de moins en moins l'entendre, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à le comprendre. Mais ma mère et ma tante ne le parlent plus non plus.
j'en avais parlé récemment avec ma mère. Même elle disait qu'elle aurait du mal à avoir une conversation en alsacien maintenant, alors que c'est sa langue maternelle, donc à la base. Donc voilà, ça ce serait vraiment chouette de pouvoir l'apprendre. Et toi, Sybille? Eh bien, moi, j'aimerais bien, par exemple, un système où on pourrait apprendre les langues régionales, mais n'importe où en France. Comme ça montrerait bien qu'elles ne sont oui. pas contradictoires avec le fait de vivre tous ensemble. On pourrait, par exemple, ici à Nantes, apprendre le corse et on aurait un correspondant corse, comme on fait avec les correspondants Avec les langues, étrangers. ouais. Et puis, un petit corse qui apprendrait le breton et qui aurait un correspondant breton. Et voilà, on ferait des échanges comme ça à travers la France où on parlerait plein de belles langues, mais c'est peut-être un peu utopique. Et puis, si je devais en apprendre une, eh bien, je choisirais certainement le breton pour avoir les meilleures crêpes possibles que je vais en Bretagne. Et Cécile? Et ben moi, je vais reprendre une phrase que j'aime beaucoup de Bayrou, qui est un homme politique français qui vient justement du sud de la France et qui est très impliqué dans les langues régionales et qui dit « Défendre ce que l'on est, ce n'est pas attaquer les autres, c'est aimer la diversité. Pourquoi faudrait-il que tout ressemble à tout ?» Et j'aime beaucoup cette phrase parce que finalement, je rêve d'une France où la diversité n'est pas un problème, mais une richesse et une force. Tout à fait. Et si je devais apprendre une langue, en fait, j'aimerais bien en apprendre deux parce qu'aujourd'hui, je suis en Alsace et de fait, j'aimerais m'intégrer finalement dans ce tissu local en apprenant l'alsacien. Mais la langue bretonne me tente énormément pour... alors, pas pour les crêpes, même si j'adore les crêpes, mais pour vraiment le côté celte qui, en termes de sonorité, me plaît énormément. Voilà. Ouais. Eh bien, on se retrouve dans le prochain épisode pour voir si on a fait des progrès dans notre nouvelle langue régionale. À bientôt dans French Baratin. À À bientôt. bientôt.